Mon cher Olivier, bonjour. Bonjour Hugo, Comment ça va? ça va très bien, écoute, je suis content d'être là avec toi. Ah, c'est magnifique. Merci, merci infiniment. J'ai l'impression qu'il fait d'ailleurs hyper clair chez toi, ou alors tu as un éclairage qui est fantastique. Il fait beau? J'ai une grande baie vitrée là, juste devant moi, tu vois. Et donc du coup, effectivement, on dirait que je suis en pleine lumière, mais non, il fait Ah, gris et il pleut. voilà, voilà. C'est un peu comme chez moi. D'ailleurs, j'ai baissé les rideaux parce que il y Ouais. a absolument rien d'intéressant à voir au niveau de la météo ces jours-ci. Ah Après, non, c'est la météo d'avril comme chaque année. C'est magnifique. ouais. Mais de chez toi, tu dois voir dans les sommets enneigés. Non, pas encore, c'est sous les nuages, je crois. Alors là, c'est sous les nuages, mais en principe, je vois les sommets enneigés et je pense que quand les nuages vont se dissiper, il y aura encore un petit peu de Ah, neige à nouveau sur les cimes. ouais, ouais. J'ai regardé, je crois que c'est Valmorel, il est tombé 65 centimètres de neige hier, tu vois, donc Oui, à Verbier également, on voyait sur les réseaux sociaux, les gens ils étaient dingues, t'as l'impression que ouais, c'est Noël, ils ont jamais vu la neige voilà, de leur vie comme d'hab, quoi. C'est un éternel recommencement, c'est fou, c'est c'est fou. ça. Chaque année, on est surpris. Absolument. Pour les gens qui n'ont pas reconnu ta voix ou qui n'ont pas reconnu ton visage, parce qu'aujourd'hui il y a également la vidéo dans le cadre de cet enregistrement, est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour en arrière, qui tu es, et d'où est-ce que tu viens? Ok, moi je suis Olivier. Alors mon nom de famille c'est Crouvisier, mais je suis Olivier. Je suis un modeste coureur qui fait partie sur les compétitions en tout cas, du milieu des coureurs, du peloton, parfois un petit peu devant. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je cours et j'ai initié en fait une transition à la fois personnelle et professionnelle vers des comportements plus respectueux en fait de l'environnement, de la nature et aussi finalement en fait de mon entourage et de mon corps. Et ça s'est traduit en fait dans une pratique sportive beaucoup plus éco-responsable, à la fois sur la consommation de textiles, de courses, de vêtements, de produits connectés, ainsi de suite, d'alimentation, et aussi sur mes déplacements. Et l'aboutissement effectivement de cette démarche, en fait, c'est la parution d'un livre. Donc là, fin 2024, début 2025. Je dis ça parce qu'effectivement, on pouvait l'acheter en 2024 et sur le site en fait de l'éditeur et après en librairie à partir de janvier 2025, qui s'appelle Ultra Simple et qui parle effectivement de l'éco-responsabilité dans le sport à travers mon modeste vécu et mon humble expérience. Modeste vécu, ça reste quand même une superbe aventure. Et puis, même si je suis aussi quelqu'un, moi je dis plutôt ventre mou du classement, je trouve ça apporte un peu plus de sympathie de la part Ouais, des gens, mais on n'est pas forcément tous des rédacteurs de livres en puissance. Donc, si tu le veux bien, on va décortiquer peut-être ton cheminement qui t'a oui, amené à écrire ce livre, parce que les questionnements sont nombreux chez beaucoup de monde, en tout cas chez moi, et puis je serais vraiment très curieux de connaître le cheminement oui, qui t'a amené à la fin à écrire un livre. oui, effectivement. C'est Donc, vrai que déjà, je trouve que il y a un côté toujours extraordinaire en fait d'écrire un livre. Déjà, c'est une expérience vraiment extraordinaire, c'est assez dingue. Et ça a tendance à se démocratiser parce que c'est de plus en plus facile d'écrire un livre et d'éditer en tant que compte d'auteur et pas d'éditeur. Mais ça reste quand même du coup en fait une épreuve qui est longue, comme l'entraînement sportif en fait pour aboutir par exemple à l'ultra trail. C'est aussi pour ça qu'on l'a appelé ultra simple, qui est semé d'embûches avec beaucoup d'investissement, beaucoup d'émotions, et il faut avoir, je pense effectivement, bon, déjà quelque chose à raconter qui peut intéresser les gens, et cette capacité aussi à écrire. Et avant même l'idée de ce livre, j'ai commencé il y a une dizaine d'années à écrire en fait du coup des carnets de voyage, des carnets de route dans des petits Moleskine. J'aimais bien, j'ai toujours en tête cette image en fait du coup de Indiana Jones quand il était jeune avec tous ces petits carnets là. Et mais comme c'est de ma génération, ça me plaisait vachement. Et je me suis dit ah mais si un jour en fait j'ai des enfants et que je leur lis quand ils sont petits ou quand plus tard, je sais pas, j'aurai 80 ans et ils les retrouvent, ils les lisent, bah ça pourrait être marrant. Euh, ces carnets de voyage m'accompagnaient donc pour les voyages, pour les épreuves sportives, trail, ultra trail ou pour les aventures, aussi sans dossard, donc les off. Et ça a exercé, je pense, ma capacité à écrire. Je suis un scientifique de base, ce qui fait que j'ai pas fait des études littéraires, mais j'ai toujours aimé lire, même si je suis pas un lecteur rapide ni un grand lecteur. Je dis ça pour recadrer dans le fait que du coup je suis pas mhm. exceptionnel, hein. Je suis un peu comme tout le monde avec des compétences à droite à gauche et certaines où il y a des défaillances quoi. Et suite en fait
pour la genèse de ce livre, quand j'ai fait le marathon des sables, donc en 2021, juste post-Covid, je l'ai préparé pendant longtemps, pendant la période Covid, avec tout effectivement les rebondissements et les reports de dates. J'ai vécu des expériences émotionnelles assez fortes, avec beaucoup de désillusions, avec beaucoup de, je me sentais désaxé par rapport en fait à ce que je croyais de l'épreuve, à ce que j'imaginais de l'épreuve et par rapport à ce que moi je voulais vivre. Et suite à ça, j'ai écrit quelques posts Instagram. Et en fait, il y a une personne que j'avais déjà rencontrée il y a quelques années qui s'appelle Frédéric Berg, qui travaille aux éditions Mons, qui, euh, qui m'a envoyé un mois après l'épreuve juste un petit texto en disant «Salut Olivier, ça te dirait pas d'écrire un livre?» Et du coup, je lui ai répondu «Bah écoute, ça tombe bien parce que ça faisait partie un peu de ma bucket list d'un jour d'écrire un livre, mais je ne savais pas quoi et comment.» Et alors tout de suite, par contre, du coup, justement, on a mis le holà. Enfin, j'ai mis un holà parce que j'avais pas confiance en moi en disant je sais écrire un post Instagram, je sais écrire un petit texte comme ça sur une photo, Ouais. tu vois. Mm. Mais par contre, je sais pas écrire un livre en fait. C'est pas du et je me suis tout de suite dit c'est pas du tout la même chose. Et il m'a rassuré, il m'a dit bah c'est mon travail d'éditeur en fait de te permettre de faire ça quoi. T'as le fond et nous on va faire toute la forme autour. En lisant justement ce fameux livre, alors on ne détecte pas du tout que c'est pas ton métier parce que c'est vraiment un bouquin que j'ai lu en quelques heures pendant une soirée, d'ailleurs comme pressenti, Ouais, parce qu'en général les récits d'aventure, soit t'es pris dedans et puis justement tu l'avales d'une traite et puis ensuite tu te dis ouais. oh, qu'est-ce qui se passe après, ou alors tu dis non c'est pas du tout pour moi. Alors heureusement pour moi c'était la première alternative, mais on a l'impression qu'aujourd'hui t'es exactement où tu voulais être. Et pourtant, comme tu disais avant, tu as un parcours plutôt scientifique, non pas du tout littéraire. Tu fais quoi maintenant, aujourd'hui, par rapport à ce que tu faisais avant? C'est quoi Ouais. ton quotidien maintenant? Alors je vais juste reprendre effectivement sur ce que tu viens de dire ou dans l'impression que je suis exactement là où je dois être. C'est vrai que l'exercice d'écriture qui a été long parce que ça a vraiment commencé en fin 2022, début 2023, donc ça a mis quand même 2 ans, 2 années complètes. Ça a été un gros travail d'introspection. Et c'est quelque chose que ça, je ne sais pas faire et que je fais très rarement. Je prends pas le temps de m'arrêter pour réfléchir sur moi. Je suis pas ce genre de personne. Donc ça a été très long, beaucoup d'introspection, avec beaucoup de moments où justement, bah, je doutais beaucoup de ce que j'écrivais, de ce que je racontais, de mes émotions. Et ce qui fait que d'ailleurs, il y a beaucoup de déchets qu'on n'a pas mis dans le texte parce que c'est des textes qui sont qu'on n'a pas mis dans le livre, pardon, qui sont trop, peut-être, qui ont été cherchés à écrire, à Mhm. être écrits, pardon, Oui. plus que des ressentis, en fait, vifs et donc, du coup, captivants, je pense, dans la lecture. Euh, Et donc, du coup, ce travail d'introspection m'amène effectivement à quand le livre a été publié, de me dire, ah oui, en fait, ça m'a permis, moi, de bien me cadrer, en fait, de bien me sentir et de savoir, avec ce travail d'introspection, où sont effectivement, en fait, mes limites, ce que j'accepte, ce que je n'accepte pas, ce que je veux être, ce que je veux pas être, et vers quoi je veux tendre, entre guillemets. Donc, ça m'a fait un beau travail. Mhm. Et maintenant, dans ma vie de tous les jours, je suis paysagiste. Avant, j'étais ingénieur chimiste dans l'agroalimentaire, et où c'est là où j'ai eu un énorme brown out, enfin en tout cas burn out éthique, qui m'a valu effectivement, je pense 2 ans d'errance à essayer de me reconstruire, à me retrouver, et qui m'a amené à être paysagiste. Et donc maintenant j'ai une société à Lyon qui s'appelle Terre d'Olivier où on est créateur de jardins. Voilà, j'ai une équipe avec moi, des salariés. J'ai j'allais dire associés, mais c'est pas des associés en termes du coup sur le capital. J'ai Oui. beaucoup de gens en fait qui travaillent avec moi, qui nous permettent de faire des jardins qui soit en fait très porté sur l'environnement, sur l'écosystème, sur la préservation en fait des espèces, des milieux, de l'environnement et aussi de la santé des gens. C'est un grand écart quand même par rapport à ingénieur dans l'agroalimentaire. Donc maintenant, tu es paysagiste, ingénieur Ouais. agroalimentaire. Est-ce qu'il a fallu que tu travailles dans l'agroalimentaire pour te rendre compte que ce que tu faisais, c'était absolument pas en cohérence avec tes valeurs? Ou est-ce que tu avais déjà ce pressentiment-là en amont? Parce que pour faire des études d'ingénieur, il faut cirer les bancs d'école pendant quelques années quand même. Donc, Ouais. est-ce que c'était une voix off comme soit lointaine que tu entendais petit à petit ou c'est arrivé brutalement? Quand j'ai adoré mes études scientifiques, j'ai adoré tout le côté prépa, tout le côté école d'ingénieur. J'ai toujours aimé apprendre en fait, donc me retrouver sur les bancs de l'école effectivement en cours collectif et de faire de la chimie quantique ou alors des maths appliquées, de la géométrie euclidienne, des choses comme ça. Et je trouvais ça hyper intéressant et captivant.
Après, je faisais déjà d'ailleurs des cours annexes. J'avais fait de la géopolitique aussi. J'avais fait de la psychologie de l'enfance aussi, dans mon école d'ingénieur. J'avais trouvé ça trop bien. Parce que j'adorais apprendre, voilà. Et quand j'ai mis un peu de temps pour faire mon école d'ingénieur quand même, j'ai mis 5 ans au lieu de 3 parce que j'ai redoublé, j'ai fini de césure, j'en profitais beaucoup au final. Je faisais beaucoup la fête, beaucoup de voyages, beaucoup de musique, donc c'était très chouette. Et je savais déjà que j'avais du mal à trouver le métier que je voulais faire quand même derrière avec ce diplôme. Et ça s'annonçait quand même très vite, en termes d'années en fait, d'avoir le diplôme et de travailler. J'ai accepté un boulot de consulting chez Altran, pour nommer une grosse boîte multinationale, où les premières missions, elles étaient plutôt, euh, elles étaient déjà un peu difficiles éthiquement, mais ça allait. Je pense que j'avais l'euphorie du jeune travailleur. Et puis c'était une époque, je pense aussi d'ailleurs, où la différence avec la génération actuelle, c'est que on voulait travailler tout de suite. Et finalement, quel que soit le métier, je pense qu'on prenait le plus, alors pas tout le monde, mais on le prenait en fait, et on travaillait. Mhm. Et maintenant, c'est vrai que, il y a des difficultés de recrutement, mais je pense parce que du coup, les jeunes, parce que j'ai un beau-frère qui a 15 ans de moins que moi, par exemple, on voit ils réfléchissent beaucoup plus, en fait, tout de suite au métier qu'ils vont faire. Est-ce que, ok, ça me correspond ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Moi, non, j'ai pris ce métier, j'y suis allé, je l'ai fait, et je me suis retrouvé, en fait, dans des industries pétrochimiques et agroalimentaires à faire des analyses de risques. Donc, risques à l'intérieur d'entreprise, type, tous les environnements ATEX, donc d'atmosphère d'explosives, ou les documents uniques qu'on appelle. Donc, quand tu montes un escalier, tu tiens la main courante parce que si tu tombes, tu te fais mal. Mhm. Des choses comme ça. Et après, les risques externes aussi sur les populations. Donc, de pollution, de l'air, de l'eau, des sols. Et après, les risques accidentels, d'explosion, d'émanation de produits toxiques. euh, et le troisième, bah, tu vois, je l'ai oublié. Ça fait tellement longtemps que j'ai oublié lequel c'était. C'est que c'était pas mémorable, quoi. Ouais, c'est ça. C'est que c'était pas mémorable. Dans ton livre, tu parlais justement de cette époque-là comme l'époque où tu avais l'impression un peu de faire le sale boulot parce que quand tu arrivais en entreprise, à un moment, tu sentais que tu étais un alibi pour les mandataires, pour licencier des collaborateurs Oui, après bien ton sûr. passage. Bien sûr. J'imagine ça a dû être un accélérateur au niveau de ta prise de conscience également. Oui. Ah, oui, oui. Oui, parce que c'est un, bah maintenant on le voit on l'a beaucoup vu, on le voit encore en fait divers, où finalement les licenciements en fait de fois de masse dans une boîte de 10, 20, 100 personnes pour relocalisation, pour modernisation, pour des choses comme ça. Et oui, j'y ai participé. J'y ai participé en fait dans la région de Mel, à côté de Poitiers, donc sur une grosse usine où effectivement c'était ma première mission. On m'a envoyé là-bas pour faire toute une étude d'analyse pour moderniser effectivement tous les process chimiques de traitement de l'eau. Et, euh, et la finalité, en fait, il fallait que l'étude, on m'avait dit, bah tiens, ta conclusion, ça va être ça, en gros, tu vas y arriver. Ouais. Félicitations. Donc Voilà, tu bravo. commences. T'as 6 mois D'accord. pour y arriver. Et c'était en fait effectivement pour moderniser et réduire les effectifs et licencier les personnes et surtout en fait réduire drastiquement tout le service de maintenance. Et ça fait partie des économies de coûts dans les entreprises Bien à sûr. court terme et pas à long terme. Et donc ça, ils le savent, ça s'est prouvé. Mais néanmoins, il y en a beaucoup qui font le choix. On, on sacle la maintenance, comme ça on fait des économies de coûts et on enlève du personnel, quoi. Même si après, sur le long terme, c'est pas bon signe. Et donc du coup, je me suis retrouvé effectivement dans des situations où j'avais des gens qui rentraient comme des cow-boys avec les syndicats dans mon bureau pour faire pression. Et moi, j'étais là du haut de mes... J'avais quel âge du coup? 23 ans? 24 ans? Ah, je flippais un peu quand même. Et là, j'ai compris, ok, d'accord, en fait, mon rapport, c'est que du bullshit, ça va servir à rien. C'est juste pour montrer patte blanche et... Non, pas patte Ouais, blanche, c'est juste pour en faire justifié, justifier. effectivement. Ouais, Ouais. c'est clair, c'est Donc clair. ça a été effectivement une première mission étrange et en fait je m'entendais très bien avec ma manager à cette époque-là, celle que j'avais. Ce qui fait qu'elle a tout de suite senti que humainement en fait je tiendrais pas si on me laissait dans cette position et sur ce genre de mission. Donc elle m'a sorti et là c'est là où elle m'a mis leader en analyse de risque. Donc en fait j'étais formé par le groupe Solvay, ça parlera peut-être à certains, qui est un gros groupe mondial où je maîtrisais leur méthodologie d'analyse de risque pour faire tous les risques dont je parlais tout à l'heure. Et donc j'étais envoyé à droite à gauche après sur les usines du groupe Solvay ou alors d'autres, comme en pétrochimie ou en pharmaceutique, agroalimentaire, pour faire les analyses de risque. Et je me suis très vite retrouvé effectivement particulièrement à la fin dans une usine en fait
qui est très peu connu et pourtant c'est un fleuron de l'industrie française, mais bon, bah, on n'en parle pas beaucoup parce que en fait c'est le deuxième producteur mondial d'hormones de croissance pour les poulets d'élevage et aussi les truies d'élevage. Voilà. Donc, c'est de la chimie du carbone. On appelle ça la chimie du vivant, Ouais. mais c'est des compléments alimentaires à base de produits pétrochimiques quoi, pour des poulets de Effectivement, batterie. ça reste assez lointain de ce que tu fais aujourd'hui, clairement. Ouais. Tu parlais avant du rapport au travail. Avant, on voulait travailler tout de suite, on voulait avoir le premier salaire, prendre son appart, prendre sa baraque, enfin son Ouais, appart, pas sa baraque tout de suite, mais avoir la voiture. Comment est-ce que ouais. tu vois justement les jeunes, peut-être maintenant, les nouveaux diplômés, leur rapport avec le travail? Je pense il a plus la priorité que nous on avait en fait. Je pense qu'ils le remettent à juste titre, je pense qu'ils le remettent dans une balance et dans un contexte plus que comme en fait dans un Graal à atteindre. Et, euh, et je pense qu'il faut aussi en opposition, ce qui fait que c'est très dur en fait parce que des fois ils sont à l'extrême, mais ils ont une bonne remise en question en fait du travail au sein de notre vie et qui me semble hyper pertinente. Et alors par exemple, pour faire une demi-génération en arrière, moi maintenant je fais effectivement la semaine de 4 jours, qui est de plus en plus appliquée bah, chez les trentenaires, on va dire quarantenaires comme moi, parce que j'ai 38 ans là maintenant. Et pour tous les jeunes maintenant, effectivement, ça leur paraît bah, normal. Ouais, ok, faisons une semaine de 4 jours, y a rien d'extraordinaire quoi. Ouais. Et je pense qu'ils ont raison, ils font beaucoup place en fait, beaucoup de place à leur vie perso, à leur temps libre, à leur famille, à leurs amis. Et je pense qu'effectivement, ils ont raison. Et donc après, les aspirations, enfin la finalité d'avoir son logement, d'être propriétaire, en tout cas d'avoir une voiture et tout ça, c'est pareil, c'est complètement remis de côté. J'ai des belles sœurs qui ont bientôt 30 ans, elles ont pas le permis, pas de voiture, c'est pas un problème. Elles trouvent les moyens de se déplacer justement aussi de manière moins polluante, de toute façon, vu qu'elles ont pas le permis, elles sont pas véhiculées toutes seules. Donc c'est hyper intéressant. Elles sont pas propriétaires, mais elles ont des travails qui leur permettent d'avoir en fait du coup de vivre tout simplement, et aussi en fait quand même d'économiser pour se dire bah on sait jamais. Et moi je trouve ça à la fois inspirant, avec un peu le cul entre deux chaises, et captivant parce que je me dis ok mais j'aime bien moi ce côté de me dire que j'ai une entreprise, ce qui fait que je fais travailler des gens avec moi, donc je crée quelque chose d'un peu plus gros. Mais d'autre côté, je suis paysagiste et ça m'énerve d'avoir des gros camions. Voilà, enfin, Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, enfin, t'arrives pas à atteindre une cohérence, une linéarité du jour au non, lendemain, surtout dans le monde dans lequel on vit. Il n'est pas fait pour voilà. Et, que et tu dans, puisses et aller à et la dans, charrue et les bœufs non plus. Faut pas cracher sur voilà. la technologie non plus. Et du coup, j'ai fait tout un cheminement personnel pour essayer en fait de tendre vers ça. C'est toujours un cheminement, c'est toujours Mhm. en fait un conflit en permanence. Mais en tout cas, la démarche en fait d'éco-responsabilité au sein de ma vie personnelle, au sein du sport et au sein de ma vie professionnelle, en tout cas, elle est engagée et elle est polarisée autour en fait d'une adéquation où je sens en fait que oui, je suis bien dans cette démarche-là, quoi. Ça me donne une boussole en tout cas. Et, euh, et du coup, je refais le lien effectivement avec le livre parce que c'est le terme boussole qui me fait penser à ça. C'est que je me suis rendu compte aussi qu'il y a beaucoup de gens qui me font un retour sur ce livre en me disant, ah mais j'adore parce qu'en fait ton parcours de vie effectivement il a sa singularité parce que c'est toi. Par contre, il est commun parce que beaucoup de gens le vivent. Mais en tout cas, ça donne une boussole, ça donne un cap à lequel on peut se raccrocher parce qu'on peut vite être perdu en fait dans un monde d'ultra consommation, dans un monde qui va vite et dans un monde où si on a tendance à ne plus en fait se mettre des barrières, des garde-fous, et ben on a plein en fait du coup de divergences quoi sur qui sortent de l'éco-responsabilité et de la préservation de l'environnement, de la préservation des autres, de soi aussi, avec nos alimentations, ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent bah, que c'est quelque chose de très rassurant et très captivant en fait dans ce mouvement d'ultra simplicité. C'est hyper intéressant ce que tu dis, cette fameuse notion de boussole, parce qu'on a tous l'impression d'être unique. Alors, on a notre singularité, comme tu le disais avant, mais en lisant ton livre aussi, je me posais la question de quels étaient nos différents points communs, par exemple, notamment en lien avec le sucre, et puis, enfin, le marketing, la consommation, et puis l'alimentation. Et puis, c'est vrai que très souvent, il y a des schémas. Alors, ça vient peut-être avec l'âge, hein, j'ai 40 ans, on entre un Ouais, peu, enfin, moi j'y suis déjà, donc mais on arrive un peu dans une phase où le questionnement et puis
notre propre pensée, elle est centrale dans la définition de ce qu'on veut faire et qui on veut être. Et puis, j'ai adoré ce fameux chapitre sur le sucre parce que tu as remis quand même en cause un gros mastodonte, un truc que j'arrive pas à faire bouger, en tout cas dans mon quotidien, c'est notre rapport avec le sucre et puis l'alimentation ultra transformée, quoi. Ouais. Ça vient ça vient, je pense déjà en fait de ce dégoût que j'ai ressenti après avoir travaillé donc dans cette usine de fabrication en fait d'hormones de croissance pour les poulets de batterie, poulets d'élevage, où j'ai vu l'envers du décor et ça m'a profondément en fait heurté et traumatisé. Et ça a été la première brique, donc ça a été lent, ça a été un cheminement lent en fait de remettre en cause justement cette nourriture industrielle. Que je prenais jamais de compléments alimentaires déjà, mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux en fait justement sur l'agroalimentaire et sur la nourriture transformée. Et quand à ce moment-là, c'est vrai que j'allais pas bien, je courais du coup beaucoup. C'était le seul moyen des fois que j'avais pour réussir à dormir, comme beaucoup de gens, c'est que je m'épuisais en fait. J'allais m'épuiser sur quelque chose pour me vider et pour pouvoir dormir sereinement. Et donc je consommais aussi bah, les gels énergétiques. Hein. Je consommais aussi toute la nourriture industrielle qu'on peut trouver en fait dans la panoplie du trailer ou de la course à pied de manière générale. Et sauf que très vite, je me suis rendu compte que je supportais pas en fait cette nourriture-là. Donc je faisais des flashs hypoglycémiques, donc hyper hypo en fait en alternance à chaque fois. Et dès que je dépassais à peu près les 2 heures d'effort, en fait, bah, ça n'allait plus du tout. Donc j'avais pas d'aversion au sucre, ça allait bien, parce que j'ai toujours adoré le sucre. J'ai été élevé, je pense effectivement, dans une génération où on aimait le sucre et j'ai un palais sucré, il y a pas de problème. Mais quand c'était sportif, ça n'allait pas du tout. Et après, j'ai par chance du coup d'être très bien entouré parce que ma meilleure amie, c'est Marion Delépierre, championne du monde de trail format long en 2023. Trois, Ouais, ouais. 2023. Ouais. C'est que les années passent, hein. 2023, il y a 2 ans, ça va. Et qui est médecin du sport aussi. Donc du coup, pendant les trails, les entraînements ou les courses, on papotait beaucoup. Et elle m'a dit, je pense en fait que c'est elle qui me l'a dit, je pense que le sucre ne te réussit pas du tout. Donc quand j'ai commencé à l'enlever, eh ben, ça a commencé à aller mieux. Et, euh, et au fur et à mesure en fait aussi dans ma vie personnelle, alors je l'ai pas enlevé à 100%, hein, je suis pas en fait dans des régimes zéro sucre, sucre rapide ou glucides. Mais quand j'ai commencé aussi à le réduire dans ma vie personnelle et surtout en fait en démarrage de journée, j'ai senti des belles différences sur les coups de barre et tout ça. D'ailleurs, ce matin, j'ai mangé un pain au raisin parce que j'ai pas eu le temps de manger chez moi. Et ben, je me suis tapé mes 2 énormes coups de barre dans la journée. J'ai eu besoin de faire 2 siestes alors que j'ai fait une nuit de 9 heures. L'impact a été direct. Et puis, Direct. en lisant ce chapitre-là, je souriais à l'intérieur de moi-même parce que je pensais à toutes ces saletés que j'ai dans mon placard. Et puis, toutes ces saletés, alors, je juge pas, mais voilà, disons les saletés que les gens, ils ont chez eux dans leur placard parce qu'on a Ouais. tous l'impression de détenir la recette, la formule secrète du ravito ou de la barre ou du gel qui va faire qu'on performe, alors qu'en fait, une alimentation de base normale, c'est déjà suffisant. Donc, à quoi bon? Enfin, pourquoi est-ce qu'on s'inflige toutes ces choses? Ah, c'est la puissance du marketing, ça, hein. Tous Très les très jeunes fort. coureurs, tous les et je parle sur route comme sur trail, hein, sentier, montagne, comme vous Mm. voulez, bord de plage, milieu naturel. Tous les jeunes coureurs ont cette image du marketing en tête où il faut avoir ces barres énergétiques, où il faut avoir ces power gel, boost, Mhm. antioxydants, Ouais. anti-crampes, tout ça. Ouais. Ouais. Quand bien même ça n'apporte rien et effectivement Non, ça leur retourne l'estomac et puis ils ouais, ont des problèmes gastriques. Donc ouais, j'étais en semi-marathon à Zurich ce week-end et puis quand je m'étais inscrit, je crois en janvier, la marque, le fournisseur de ravitaillement n'était pas le même que celui qui était présent ce dimanche. Bon, je m'en fichais parce que j'étais parti du principe qu'à semi-marathon, j'allais avoir ma propre boisson isotonique que j'allais porter à oui, la main parce que c'était pas trop long. Mais dans mon esprit, j'imaginais celui ou celle qui se sont dit, bah tiens, c'est bon, je prends rien avec moi, je vais prendre ce qu'ils donnent pendant la course. C'est un truc que tu mm, connais pas. Il y a du gel, il y a des boosts, il y a des trucs vraiment, enfin, il y a des trucs étranges, tu connais pas. ouais, Tu vas prendre ça, tu vas jouer à une loterie qui est hyper dangereuse et c'est des trucs avec plein de sucre. T'as déjà l'estomac qui est pas ouf, t'es pas habitué, t'es pas acclimaté ouais, et tu vas balancer ça. C'est comme ouais, dégoupiller une grenade. Après, tu ramasses. ouais, ouais. Et je suis d'accord avec toi, Hugo, là-dessus, en fait. C'est que il y a une non prise de conscience entre, du coup,
la phase de préparation, on va dire donc la vie de tous les jours, qui est une Mhm. préparation des fois aux épreuves sportives qu'on fait, même si on n'est pas tous pros et tous en Ouais. fait focus à 100% là-dessus, où on fait attention à ce qu'on mange, on fait des écarts, mais on les mesure quand même, parce qu'on n'a pas envie de se prendre une cuite et le lendemain, des fois, de pas réussir à courir. Et donc, du coup, on a une nourriture qui est très peu transformée, on fait du bio, on fait du local, on cuisine nous-mêmes et tout ça. Et le jour de la course, par contre, notre corps, c'est une poubelle. Et alors là, on se dit, bah tiens, je vais lui mettre plein de trucs dans la gueule. Et on Et il va verra. adorer. Je fais un shaker, là, comme ça, et on va voir si Ouais, ça c'est ça. marche. Et on pense que tout va bien se passer alors que c'est Oui, ce jour-là où il faut justement pas tenter de oui, nouveautés et puis donner à son corps ce pourquoi il a été acclimaté. Et dans oui, ce même registre-là et dans cette même expérience-là, c'est une course, je pense que je suis encore un peu traumatisé. Je vais enregistrer un débrief dessus et puis je pensais au côté surconsommation dans ton livre, quand tu parlais oui, du fait que les placards y débordaient, peut-être de médailles et peut-être de t-shirts de finisher. J'ai payé une blinde pour participer à cette course, mais vraiment une blinde. oui, C'est à Zurich, c'est à 1h15 de chez moi, 1h30, ouais, quasiment 2h, 1h50, 2h. oui. Dans le prix de l'inscription, en Suisse, en fonction de la plupart des courses auxquelles tu participes, dans le prix de l'inscription, il y a le billet de train qui est compris qui est Ah compris ouais? dedans, pardon, ce qui te permet de déplacer en utilisant des moyens de mobilité douce, et puis t'as pas besoin de t'emmerder avec des histoires de parking, etc. Ah, super. Donc c'est vraiment cool. Donc Oui, tu prends ton dossard, avec le dossard, t'as un coupon qui te permet d'avoir le billet de train gratos. trop Donc bien. moi, vu le prix du dossard, je me suis dit, c'est bon, il y a de toute façon le billet de train dedans. Il n'y avait pas le billet de train dedans. Ouais. Le dossard, il l'envoie pas par la poste. J'ai dû aller jusqu'à Zurich, aller-retour pour aller chercher mon dossard. Mais Parce que quand... si je voulais le récupérer le jour de la course, je devais me pointer à 6 heures du mat, Ah alors que oui, je courais à 13 heures. ah oui, Donc j'aurais dû traîner pendant 7 heures sur place ouais, avant de partir. Et ouais, puis, dans le package de finisher que je suis allé chercher et qui avait mon dossard, il y avait un t-shirt. Et ouais. puis, dans ma tête, je me disais, enfin, c'est un t-shirt d'une marque très connue en Suisse, une marque suisse d'ailleurs, et je me suis dit dans ma tête, en magasin, ce t-shirt, il vaut 100 balles. Hmm. S'il m'avait pas offert ce t-shirt et qu'il m'avait offert le billet de train, ça aurait été 150 000 fois utile, plus utile. Bah ouais. Parce que ce t-shirt-là, je le porterai jamais. À chaque fois que je porterai ce t-shirt-là, je sentirai le dégoût monter en moi et puis le sentiment de m'être fait passer, enfin, d'avoir été pris pour un pigeon lors de cette Ouais, course-là. ouais, je comprends. Et t'en as parlé aux organisateurs? Tu leur as fait un mail de retour? Alors, j'ai eu l'occasion, il y a eu un feedback, donc j'ai donné le feedback le plus pourri que j'ai pu donner de toute ma vie, je l'ai écrit. Ouais, Euh, je vais enregistrer un épisode de podcast, je vais peut-être pas citer leur nom parce que c'est pas franchement cool. Il y a peut-être quelqu'un pour qui participer à cette course, c'était leur rêve, donc ouais, je c'est comprends. pas à Mhm. moi de détruire un peu le côté post-course en disant que ouais, je me suis fait tondre, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça, parce que ça va aussi casser un peu leur Oui, expérience globale. Donc je vais ouais, peut-être leur écrire un courrier, leur dire voilà les gars, franchement ça j'ai pas du tout aimé, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. S'ils me répondent pas, peut-être que je serai plus incisif dans mon feedback live, quand bien même ouais. c'est pas un procès à charge. C'est pas le but, si jamais il a Non, mais je gagné, ils pense s'en que foutent de moi. c'est important. Ça permet en fait de partager son parcours utilisateur aussi et on va Mhm. dire parcours en fait consommateur utilisateur et de donner un retour parce que si en fait on est un certain pourcentage en fait à faire de retours négatifs sur certains points comme les t-shirts, les médailles, les cadeaux finishers inutiles et ainsi de suite. Et forcément, au bout d'un moment, ça va changer. Et le premier changement, c'est de au moins permettre en fait aux gens qui s'inscrivent Mhm. d'avoir une option. Est-ce que tu le veux ton t-shirt? Est-ce que t'en veux un ou t'en veux pas? Parce que si on a 1000 inscrits, qu'on produit forcément 1000 t-shirts et que en plus, bah il y en a que 700 qui prennent un t-shirt, il y a 300 qui prennent pas de t-shirt, on fait quoi de ces 300 t-shirts? De toute façon, c'est un gâchis économique, mais c'est un gâchis Mhm. écologique parce qu'ils sont jetés, parce qu'il y a une date d'édition dessus. Donc du coup, en fait, personne va les racheter l'année d'après. Et ils ont déjà pollué et ils polluent encore plus parce qu'ils sont inutiles. Et parce qu'il faut les recycler, parce qu'on les redonne à des associations, ça repart dans d'autres pays, bref. Ouais. Donc il faudrait au moins en fait qu'il y ait une prise de conscience sur le cadeau finisher. Et tu vois, c'est hyper intéressant parce qu'aujourd'hui j'étais en contact avec l'Ultra Beaujolais Village Tour, UBVT, ouais c'est ça, Mhm. donc au nord de Lyon, une course que j'ai déjà faite et le directeur de course il m'a proposé en fait que sur le format ultra, donc c'est un 80 km je crois, le cadeau de six finisher soit le livre ultra simple en fait. Oh, Ah bah, cool.
Alors parfait. Je dis, D'accord, d'accord. d'accord, Si t'insistes, si c'est t'insistes. ça. Et il y a toujours eu, en fait, moi je me rappelle, ce trail, je l'avais fait il y a, je crois, 5 6 ans. Le cadeau finisher, c'était une bouteille de vin. Alors c'est une région viticole, donc c'est facile. Ouais. Mais t'es Mhm. trop content. Mais t'es trop Mhm. content, quoi. Ouais. Alors après, on peut ou pas boire de l'alcool, mais c'est vrai que ce questionnement sur le cadeau du finisher, eh ben, c'est Oui, même pas. En fait, on nous a même pas laissé le choix au moment oui, de l'inscription. oui, C'est taille de t-shirt. Point. C'est c'est pas ça. je veux pas de t-shirt, c'est taille de t-shirt. Donc il part du principe que il y a tant d'inscrits, il y a tant de Ouais, t-shirts. Et ouais, j'ai même eu une médaille. Oui, j'étais content d'avoir la médaille, mais j'aurais préféré avoir mon billet de train, oui, compris oui, dans l'inscription, une douche, oui, plutôt que la médaille et le t-shirt. Parce que je suis rentré chez moi depuis Zurich. Enfin, sans ouais, je douche. suis rentré chez moi depuis Zurich sans douche. Ouais, Donc tu dis, c'est un peu comme l'introduction des avions low cost, où ils se sont dit, ok, maintenant c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut se permettre d'enlever pour mhm, diminuer les coûts jusqu'à ce que les gens y râlent. Eh ouais, ben, je pense que certains organisateurs de courses, ils ont fait cet exercice en se disant, ah non, non, les t-shirts, ils veulent absolument garder la médaille, ils veulent ouais, absolument. Par contre, le billet de train, ils s'en fichent. Je dis, mais que dalle, depuis Zurich-Genève, c'est 200 balles le train, quoi. ouais, 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 tu gagnes, hein. Mhm. Il y a une, il y a une épreuve maintenant, il y a un circuit, trail train, non, Ouais, Trail trail by by Train train Tour, ouais. tour. Mhm, Ouais, mhm. où t'as des courses en Suisse aussi qui sont affiliées Absolument, ouais. Il y en a à de ce plus en circuit, ouais. plus. Ouais. Ouais, il y en a de plus en plus, effectivement. Ouais, Avant, tu ouais, parlais de ton expérience au début de la discussion du Marathon des Sables, et c'est vrai que ouais, c'était en tout cas pas un chapitre que je m'attendais à lire dans ce livre-là, mais je pense que ça, c'est vraiment peut-être ce qui a rajouté l'épice, ou alors c'est peut-être ce qui a fait déborder la casserole, c'est ouais. euh, même vu de l'extérieur, je peux pas m'imaginer qu'un marathon des sables puisse être écologique quand tu te dis que derrière la caravane, il y a un incinérateur. Ouais, Donc, exactement. est-ce que tu peux nous expliquer un peu le cheminement de cette aventure, qu'on comprenne un peu quels sont les enjeux? Alors, tu as été retardé par le Covid, le monde a changé, Oui. etc. Mais c'était quoi ton cheminement? Pourquoi est-ce que tu as voulu participer à cette course? Et ben là, en fait, du coup, c'est justement ne pas être naïf et être lucide, c'est que tout comme chacun, je suis impacté en fait du coup par du marketing, il n'y a pas de Hmm. souci. Et moi, dès le début, j'aime bien être un petit peu en dehors des sentiers battus. Et j'aime bien être sur les sentiers quand même aussi parfois, ce qui fait que l'UTMB m'attirait pas. Forcément, c'est plutôt le marathon des sables qui m'attirait beaucoup avec son côté extraordinaire. Peut-être parce que du coup ils ont beaucoup parlé de dire que c'était la course la plus dure du monde, avec son côté des paysans parce que c'est en milieu désertique, donc dans le Sahara. Et bah, le Sahara, je crois que dans mon éducation aussi, ça a toujours un peu bercé certains rêves, quoi, avec Antoine de Saint-Exupéry, avec effectivement Théodore Monod aussi en explorateur écrivain. Donc le Sahara m'attirait pas mal. Et après, ma mère a vécu à Djibouti aussi en fait. Donc j'ai beaucoup d'images de ma mère quand elle était jeune avec sa famille de milieu désertique et j'aime bien ça. Voilà, ça me parlait beaucoup. Donc je voulais participer au Marathon des Sables. En 2000, fin 2018, j'ai été invité sur le Half Marathon des Sables du Pérou. Donc j'y suis allé, je l'ai couru et quand je l'ai terminé, donc 125 km, je me suis dit ah ouais c'était cool, j'ai vécu une belle expérience. Par contre c'était pas assez. Je me suis dit physiquement en tout cas et même le temps imparti à la course, j'aimerais bien aller encore un peu plus loin. Donc je me suis dit bon allez banco 2019, Ouais. on va faire le marathon des sables. Et ma femme elle me dit ok, sauf qu'en fait toi qui veux le faire, c'est hyper consumériste quand même comme course quoi. Elle m'a dit il faut que tu trouves quelque chose quand même à un double discours, quelque chose à défendre. Et là, elle me dit, bon, tu pourrais faire l'écologie, mais bon, moyen quand même, parce que c'est pas la course pour. Et là, et puis elle me regarde, et c'est elle qui provoque, elle me dit, en fait, si, tu vas faire ça, en fait. Tu vas, tu vas faire un marathon des sables écologique. Je fais, ok, on va faire un marathon des sables zéro déchet, on y va. Et on s'est très vite rendu compte que le terme parle beaucoup, MDS zéro déchet. Ouais. Sauf que du coup, ça va être plutôt zéro gâchis pour essayer de réduire au maximum en fait l'empreinte écologique, l'empreinte environnementale de la course. Et ce qui fait que j'ai mis tout en place une démarche personnelle autour de la préparation pour qu'elle soit aussi bah, le moins impactante possible, en retravaillant énormément donc textile, cosmétique, donc crème solaire, la crème anti-frottement, dentifrice, des choses comme ça, nourriture. Déplacement, du coup, j'avais trouvé en fait tout un moyen pour y aller en train,
en bus et en bateau. Voilà, je pourrais chercher moyen. En bateau, faut bien traverser un moment la Méditerranée un petit peu quand même. Ouais. Et finalement, en fait, entre 2019 et 2021, j'ai eu un enfant. Donc du coup, j'ai pas pu en fait faire le grand déplacement par les moyens moins carbonés. Et j'ai quand même pris l'avion pour y aller. Donc là, c'était un choix personnel pour pour ne pas être éloigné 3 semaines en fait de mon petit garçon de 4 mois, mais de partir juste une semaine comme tout le monde. Mais néanmoins, j'ai réussi à mettre en place effectivement toute une démarche où tout le reste autour, donc l'alimentation, cosmétique, textile, même sobriété numérique, me permettait en fait d'avoir le moins d'impact possible. Et j'ai pas réinventé l'eau chaude. Même toute la nourriture, en fait, du coup, j'ai juste repris les bases, comme dans ma vie de tous les jours, et comme en fait dans ma participation sur d'autres trails, d'autres grands ultra trails, comme l'UTMB ou d'autres, et ou des aventures en solo, en, en partant sur je suis en focus sur la nourriture là, mais sur une nourriture effectivement qui me correspond au quotidien, qui me correspond à mes entraînements, donc qui me correspond aussi en fait au moment où je fais des épreuves sportives. Et ma nourriture du marathon des sables, c'était à base de taboulé. J'avais plein de taboulés différents, avec la matière grasse, avec des protéines, avec des légumes séchés, avec des raisins secs, des épices, et c'était très bon, quoi. Une magnifique aventure. Sportivement, premièrement, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure? Alors, sportivement, Ouais. je retiens que c'était hyper rude. On était sur une édition où, en fait, la veille de la course, il faisait 40 degrés, donc on était OK, ça va. Et premier jour de course, il a fait 58 degrés. Tout va bien. Tout va bien. Pareil que la veille. Tout On a va un peu bien, plus ouais, c'est chaud. ça. Et 58, je me rappelle, il avait marqué, quoi. À l'arrivée, il y avait un petit panneau blanc en Velleda marqué 58 degrés. Oh la vache. Même le Et thermomètre était cassé. ouais, ouais, ouais. Je suis pas quelqu'un qui transpire énormément. Je me rappelle très bien que quand j'ai enlevé le t-shirt, j'avais des cosmétiques en huile de ricin, des textiles, pardon, en huile de ricin de la marque Nosk, que je porte toujours d'ailleurs, et qui malheureusement, là, en fait, va sûrement mettre fin à l'aventure. Pas avec moi, mais de manière générale sur leur entreprise. Et c'était du carton. Il tenait le truc, quoi. Des traces de sel de partout, là. Ouais. Et c'était incroyable. Et donc sportivement, moi j'ai adoré courir en fait en milieu du coup aride, en milieu chaud. Je crains pas énormément le chaud, je crains plutôt le froid, je suis frileux. Euh, j'ai adoré en fait du coup l'effort de courir avec un sac sur le dos. J'ai adoré la répétition de l'effort tous les jours et de la capacité en fait du corps à se déplacer, à se mouvoir en permanence et à supporter tout ça, cette adaptation. Ce qui fait que j'ai adoré la préparation aussi qui était plus spécifique. Et après, forcément, bah, il y a l'épreuve, j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Ça, il y en a quand ils liront le livre, les gens, je spoil, quoi. J'ai pas pu Ouais. aller jusqu'au bout. Parce que du coup, les limites de mon corps m'ont rattrapé, tout simplement, je pense. Donc ça c'est pour la partie défi sportif. Et Oui. puis au niveau empreinte carbone, CO2, et puis ta propre réflexion, ton propre cheminement pour limiter ton empreinte carbone, qu'est-ce que tu as appris? Ah, bah, j'ai appris, en fait, que du coup, que réfléchir à son empreinte carbone et à limiter ses émissions, effectivement, ses émissions de CO2, à limiter ses émissions de CO2, c'était une démarche en fait où on entend beaucoup parler en ce moment, même depuis des années, et qui est très culpabilisante, parfois, par les médias et les gens qui en parlent, mais que c'était une démarche personnelle qui pouvait s'inscrire aussi dans le temps. On peut prendre le temps, en fait, de choisir de faire des conversions et de choisir de réduire son empreinte carbone, petit bout par petit bout, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Forcément, des fois, on fait on fait des choix. Par exemple, moi, un des choix qui me correspond pas, mais que pour l'instant, en fait, que j'ai pris, c'est que j'ai un stockage cloud au sein du boulot, qui a forcément, en fait, du coup, un coût énergétique et donc, du coup, environnemental. Euh, et donc, on peut pas être pur, on peut pas être, en fait, à fond dans la réduction à zéro de ces émissions CO2 et donc dans la pollution qu'on génère. Mais le cheminement, en fait, est long. On a toujours des remises en question à faire. On a des choix qu'on peut faire au fur et à mesure et qui vont, en fait, impacter, mais très faiblement notre manière de vivre. Et c'est pas un sacerdoce, c'est pas compliqué. Il faut juste à un moment se poser des questions, déconstruire ce qu'on a appris, déconstruire aussi ce qu'on entend
pour pouvoir en fait poser les bonnes questions et les appliquer. Et quand moi j'ai appliqué en fait certains principes justement sur la préparation du marathon des sables, je me suis rendu compte que ça changeait tout de suite aussi ma vie, ma façon de fonctionner en fait au jour le jour, et que c'était beaucoup plus agréable, tout simplement. Tu parlais de ce fameux cheminement qu'on doit y aller progressif petit à petit. Il y a quelque chose qui va encore plus lentement, je dirais peut-être que le cheminement perso, c'est cette obésité de dossard ou cette injonction à participer à des courses peut-être plus extraordinaires les unes que les autres dans le monde entier. Donc on est clairement dans une expansion, je ne vais pas citer de marque, mais on est clairement dans une expansion de Oui, la possibilité de l'offre de participer à des courses et des compétitions dans le monde entier. Donc oui, quand bien même j'ai envie d'être plus responsable dans ma démarche, il n'y a oui. pas grand-chose qui est fait pour m'aider quand même sur le chemin pour le moment. Oui, oui, en fait, c'est en plus assez étrange parce que enfin, ça résonne vraiment ce que tu dis avec du coup l'actualité actuellement où on se rend compte que pour s'inscrire en fait à une course, ça devient hyper compliqué. Il faut s'y prévoir, il faut aussi préparer pardon des mois à l'avance. Il faut comme sur en fait du coup un gros festival se connecter Ouais. très vite pour pouvoir cliquer et se Mhm. connecter parce que toutes les courses sont prises d'assaut. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui courent. Et donc en fait l'impact environnemental en fait de cette masse de population ne fait qu'augmenter parce qu'il y a de plus en plus de gens en fait qui courent aussi, qui courent du coup. Et et cette obésité en fait à consommer du dossard, je pense elle est due à l'image en fait sociale qu'on en donne et donc du coup à l'image aussi des réseaux sociaux. Il y a un petit jeune Arthur qui m'a fait un entretien là, il y a pas longtemps justement sur sa thèse, non son mémoire pardon. Son mémoire en fait justement c'est sur l'impact des réseaux sociaux sur le sport et sur le trail, l'ultra trail en particulier quoi. Et il avait plein de questions pertinentes qui montrait qu'effectivement, en fait, il y a, pour reprendre ton terme, cette obésité en fait des dossards et donc de la consommation du dossard, qui engendre forcément une consommation énergétique de déplacement, de t-shirts finisher, ainsi de suite, et de produits industriels transformés pour s'alimenter. Je pense qu'elle est vraiment portée par l'image sociétale de la course, du coureur, de l'ultra-trailer, du marathonien, et souvent sous quand même comment on va dire, une bonne image en fait du prendre soin de soi quand même et Mhm. par le sport quoi. C'est juste que du coup on a des déviances qui vont Mhm. autour. Et face à cette accélération, justement, à cette immense boule où on se dit, bah, finalement, on va pas réussir à la ralentir, toi, tu as pris le parti, justement, de t'extirper, en tout cas de sauter de cette boule en marche et de te dire, ok, à partir de maintenant, je vais vivre des aventures perso, je vais plutôt essayer de chercher ce qui m'anime dans la participation à une course, choisir des courses justement où je sais ce que je vais retrouver, ou alors à participer à des challenges perso pour me recentrer sur moi-même. Comment est-ce que tu le vis et qu'est-ce que ça te fait de plus avoir de dossard ou alors de plus en avoir autant? Oui, bah, tu as tout à fait raison, c'est ça, c'est qu'en fait je suis sorti en fait de cette consommation des dossards. Euh, C'était pas un problème économique, c'était effectivement un problème d'alignement où j'en avais marre en fait de courir à droite à gauche, au sens propre et au sens figuré, Ouais. ouais, d'avoir plein de dossards. Et je me suis retrouvé en fait dans une situation où je me rends compte maintenant que je cours parce que ça me fait plaisir. Vraiment en fait, je cours et je m'entraîne parce que ça me fait plaisir. Du coup, j'ai une grosse base foncière qui me permet de faire des 100 kilomètres en fait sans grosse préparation en amont. Donc c'est hyper agréable. Et donc je me sens hyper aligné avec ça. C'est que je cours parce que ça me fait plaisir, je cours parce que j'en ai besoin. Du coup, parce que c'est une addiction aussi, hein, faut pas se mentir. Euh, J'en ai besoin intellectuellement aussi. Comme certains marchent en fait pour réfléchir, moi quand je cours, je réfléchis beaucoup, ou en tout cas ça décante très vite, donc c'est agréable. Et après, quand j'ai besoin en fait de m'évader socialement, et ben je vais faire en fait ces épreuves tout seul, donc de courir des 100 bornes d'un coup, de faire, je sais pas si vous avez la même chose en Suisse, mais nous c'est des GR de pays. On a les GR effectivement qui sont des grands Ouais, voyages, ouais, ouais, ouais. et on C'est a pas les, autant populaire que les GR, mais oui, oui, on a des sentiers, on a des routes comme ça. Ouais. ouais, c'est pas jaune et vert chez vous, C'est ça, ouais. Alors, il n'y a ouais, pas vert, c'est jaune, rouge, il y a peut-être du vert, mais j'en vois pas trop souvent. mais pas dans tous les cantons. Non, exactement, exactement. Et voilà, et en fait, je trouve souvent des GR de pays qui vont faire 70, 100 bornes, 110 bornes. Et ben, je me retrouve à prendre le train pour y aller, hop là, les boucler.
et à revenir le soir. Et puis, je vais quand même chercher mes enfants à droite à gauche, je vois des copains. Et des fois, les gens se rendent... Alors, tiens, t'as l'air fatigué, Olivier. Ouais, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Mais ils se rendent pas forcément compte que du coup, j'ai fait mon isolement social pour me faire du bien, quoi. Et me Mhm. faire une aventure. Et ton isolement social, il est complet parce que tu as également quitté la plateforme Strava, donc Ouais. tu ressens pas le besoin de justifier en tout cas ta pratique ou alors de dire prendre contre-pied de ceux qui disent si c'est pas sur Strava, ça n'a pas existé. C'est Oui. plutôt garder en toi cette aventure que tu as vécue, limite quand tu vas chercher tes gamins, puis les gens ils disent t'as l'air un peu fatigué Olivier, à l'intérieur de toi tu te dis t'as pas idée ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu des chamois, je suis tombé dans la boue, etc. Ou j'ai pu me baigner dans un lac de montagne, j'étais gelé. Puis les gens ils se Oui. disent oh putain de job de merde, j'ai fait ça, là, là, là. Donc Ouais. t'as vraiment coupé court à tout ce côté social un peu excessif en lien avec la course à pied aussi. Oui, 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 bah Strava, c'est vrai que je m'y suis pris au jeu et je crois que je l'ai utilisé peut-être pendant quand même 4 5 ans, hein. Mhm. Ouais, ouais, ouais. J'ai même testé à un moment la fonction bêta en fait Mhm. pour Strava. Donc du coup Mhm. j'étais un peu testeur à des moments, ce qui fait que j'étais dedans quoi, tout simplement. Et après je me suis rendu compte que déjà je jouais pas le jeu du réseau social en fait, à passer du temps dessus, à mettre des kudos et puis ou essayer d'avoir des coms, des légendes, des choses comme ça. Et donc je m'en suis désintéressé. Et puis après, quand dans ma préparation du marathon des sables, en fait, j'essayais justement de tout déconstruire. Il y a un moment, c'est posé la question au fil de mes d'écoute de podcast. Et c'était quel podcast où j'ai entendu ça? Mince, celui qui est hébergé à Lyon, les 30 Glorieuses. Non, Mhm. À Lyon. il est hébergé à Lyon ce podcast. Je sais plus. Bref, ouais, ouais, c'est pas grave. Où ça parlait énormément d'écologie en fait et d'éco-responsabilité et ça Mhm. commençait à parler de sobriété numérique. Mhm. Et là, du coup, en fait, ça a Ça a allumé des signaux dans popé, ma ouais, tête. c'est clair. Ouais. Et je me suis dit, ah bah oui, oui, effectivement, sobriété numérique, Olivier, tu y es pas du tout. Et en fait, tu vas pouvoir te défaire d'un réseau social qui est Strava sans problème. Donc, vas-y, fais-le, quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte que le désalignement que j'avais, moi, avec Strava, en fait, ça a levé le voile, ça a mis en lumière, en fait, ce problème. Et je me suis désinscrit de Strava et ça m'a créé aucun problème. Après, je sens toujours la petite pression parce que quand on est à l'entraînement au club, par exemple, le mardi soir, à Lyon, il y a le coach en fait qui regarde sur Strava donc du coup les séances passées Ouais. et il dit ah bah attends la semaine dernière ta séance non tu l'as foirée, t'aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça. Moi à chaque fois il me dit bah c'est chiant t'es pas sur Strava quoi. Enfin, bah ouais bah, désolé. C'est toi-même qui est confronté à tes propres performances ou tes contre-performances. Ouais, Après, pour le coach, il existe d'autres alternatives que je ne citerai pas forcément ouais, aujourd'hui à Strava, clairement. ouais, Absolument. Et puis, tu as un rôle quand même un peu de pionnier et exemplaire. Alors, au sein du club, peut-être que ton comportement détonne face aux autres membres du club, mais il y a des personnalités plus connues que toi pour le moment encore, je serais tenté de dire, hein, comme Xavier Thévenard ou Andy oui, Simmons, qui, pour le cas d'Andy Simmons, lui, il a totalement décidé de renoncer à participer au oui, championnat du monde qui avait lieu en Thaïlande, je crois, en oui, 2023, pour ne pas avoir à prendre l'avion. oui, Donc on a oui, les oui, athlètes élites qui s'engagent déjà. Également, Xavier Thévenard, lui, ça fait un peu plus longtemps et il est extrêmement présent pour parler du changement climatique et puis oui, de comment est-ce qu'on peut être acteur de cette transition-là. oui. Et ben c'est bien que je fasse référence aux deux. Effectivement, en fait, ils m'ont fait l'honneur en fait d'intervenir dans le livre. Donc on a en fait un manifeste écrit par Andy Simons et on a aussi un bel échange de Xavier Thévenard et moi en fait retranscrit sous forme de dialogue dans le livre. Et, euh, et je trouve ça très bien en fait que des athlètes professionnels soient cohérents avec eux-mêmes là-dedans en fait dans justement la préservation de l'environnement et qu'ils soient toujours en plus athlètes professionnels et qu'ils aient toujours un impact fort du coup en fait sur les trailers parce qu'ils sont toujours présents, ils sont toujours bons, ils ont toujours un très bon niveau et ils sont toujours en adéquation avec ce qu'ils disent. Et donc ça, en fait, c'est hyper captivant et hyper motivant. Et j'aimerais bien, en fait, que chaque année, il y en ait 2, 3, 5, 10 autres qui émergent. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas que, je pense qu'il y en a quelques-uns encore, mais ils font figurer un peu d'ovni dans le milieu quand même. Mhm. Ce Ouais, qui véhicule aussi quand même comme image, c'est qu'on peut rester sportif d'élite,
ne pas perdre leur sponsor, hein. Tu perds pas Oui, ton sponsor parce que tu choisis de renoncer à voyager, etc. Donc ça veut dire que c'est possible de vivre et de continuer sa carrière en renonçant à certaines choses. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de franchir le pas et puis de s'exposer à la lumière des autres oui, parce que on a peut-être ce syndrome. D'ailleurs, moi je l'ai souvent et il y a une citation de oui, Xavier Thévenard que j'ai adorée. C'était de se dire est-ce qu'il faut vivre dans une grotte pour commencer à parler du changement climatique? Parce qu'on est tous un peu coupables quand même dans le problème. Donc oui. j'ai presque l'impression de me dire que si je suis le premier à en parler, les gens ils vont dire mais qu'est-ce que tu racontes? T'as deux voitures, toi, t'as rien à dire. Ah bah c'est oui, c'est ça c'est l'éternelle recherche de la pureté militante et souvent en fait les gens quand ils sont à court d'arguments ou quand ils n'arrivent pas à se projeter et à se mettre à notre place, mais dans tous les domaines hein, je pense hein, c'est ce qu'ils vont dire. Mais en fait c'est bah non tu peux pas en parler parce que en fait t'es pas pur entre guillemets bien sûr hein. Oui, oui, bien sûr. Mais voilà mais sauf que du coup si on était tous en fait enfin si moi j'étais effectivement dans une grotte dans une maison passive pas de réseaux sociaux et pas dans l'industrie en fait du coup du livre parce que du coup bah la, la fabrication de papier c'est polluant, l'impression c'est polluant, bah en fait on n'aurait pas d'impact et on parlerait jamais en fait des problèmes de la société, que ce soit l'environnement, que ce soit la condition des femmes, que ce soit en fait du coup je sais pas l'égalité des salaires, que ce soit les enfants, on n'en parlerait pas quoi. Ou C'est, alors ça veut t'as- dire que un psychologue en fait spécialisé effectivement chez les schizophrènes, il est pas schizophrène et ben, du coup il peut pas les soigner, il peut pas les ouais, aider. c'est un peu incohérent, Oui, voilà, effectivement. en fait, il y a une Ouais, incohérence dedans. ouais, Et ouais. en fait, c'est tout simplement, je trouve, euh, dévier le débat. Enfin, c'est même pas dans le débat, en fait. Mais pourtant, c'est ce genre de voix-là qui, peut-être, s'il y a quelqu'un qui se dit, bah tiens, je vais me lancer, je vais commencer à parler de ça, bah, souvent, c'est peut-être un frein où on se dit, ouais, est-ce que j'ai cette légitimité? Mais c'est vrai que, Oui, comme oui. tu le dis, le fait d'en parler, peut-être qu'au début, on se fait ramasser, mais arrivera bien un moment où il y a quelqu'un d'autre qui va dire, oh non, t'as tort, parce que moi aussi, je pense ça, et puis, c'est petit Mm. à petit qu'on va réussir à créer un écosystème qui va grandir, je l'espère, suffisamment pour qu'il y ait une grosse prise de conscience. Et en ce sens-là, j'espère que ce livre va Oui, vraiment permettre de jouer ce rôle-là parce que tu l'as oui, écrit, tu l'as pensé, tu l'as imaginé pendant quasiment 2 ans. oui, Maintenant, le livre, il est sorti oui, et à quelque part, il t'appartient plus. Donc, il va oui. faire sa vie. Donc, comment est-ce que tu imagines que ce livre va peut-être contribuer à changer les mentalités de tout un chacun? Et ben, ce qui est chouette, c'est qu'effectivement, déjà, comme je disais au début, c'est que j'ai un retour de personnes, en fait, qui se sentent galvanisées et motivées, en fait, à changer des choses à la lecture du livre, parce qu'ils Mhm. se rendent compte qu'effectivement, c'est pas culpabilisant, que c'est juste un partage d'expérience, et que c'est des conseils, en fait, qui sont assez simples à mettre en œuvre. Donc ça, en fait, c'est très valorisant pour moi et j'adore parce qu'effectivement, ça veut dire que le livre m'appartient plus et que les gens en font leur possession et se l'accaparent. Et même, en fait, tout ce que je raconte à l'intérieur, moi, j'ai envie que les gens le déconstruisent aussi, en fait, et se posent des questions et se disent, bah, ok, Olivier, il a fait un pas dans ce sens, mais en fait, on aurait peut-être pu aller encore plus loin ou peut-être qu'on aurait pu réfléchir de manière différente et encore mieux être éco-responsable et mieux être aligné avec soi-même. Et, euh, et maintenant, en fait, la suite, c'est que face en fait à ces retours positifs que j'ai chaque semaine de la part des lecteurs, je me dis que chaque lecteur, chaque personne pourrait devenir en fait comme un ambassadeur de l'ultra simplicité. Et donc, on est en train de se dire avec un petit collectif qu'on va monter un mouvement en fait ultra simple. On monte un mouvement ultra simple, je peux le dire. On monte un mouvement ultra simple qui va être co-construit là en fait dans le mois à venir et qui va aboutir à une soirée le 12 mai prochain. Euh, je vais pas dire où, de peur que tes milliers d'écouteurs viennent et qu'il y en ait trop de Ouais, monde. ouais. Dans Et moi, là. pour lancer en fait le mouvement d'ultra simple qui va permettre de pouvoir remettre, je pense en fait du coup, le sport et le trail à la place où il doit être en sortant du consumérisme, en sortant effectivement en fait de la pollution à outrance et que le sport soit toujours un vecteur en fait de bienfait pour soi, pour les autres, pour l'environnement et que ce soit un mouvement qui apporte en fait réflexion. Et le but, c'est qu'effectivement, on est, je vais utiliser le terme ambassadeur, Mhm. mais pas ambassadeur comme pour des marques en fait, mais qui est beaucoup de gens qui se l'accaparent de manière naturelle et qui deviennent ambassadeurs tout simplement d'une manière de fonctionner qui soit plus ultra simple. Au mois de mai, donc c'est imminent.
Oui, c'est dans moins d'un mois maintenant la soirée, 12 Aïe, mai. aïe, aïe. Il va absolument falloir que cet épisode il sorte avant pour annoncer la C'est primeur de vrai. cette soirée, de cette soirée-là. Oui. Tu feras juste du coup un petit format de 30 secondes. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Il y aura à telle et telle date un événement qui Tac. aura lieu je ne sais pas où. Et bah ça tombe bien, il aura lieu à Alger. Ah bah ça tombe bien, j'ai Voilà. pas prévu d'y aller, donc je te souhaite une très belle soirée, hein. Déjà Lyon, c'est un peu loin pour moi, Ouais. mais c'est un peu tendu. En plus, c'est un mardi ou un lundi, je sais Un pas. Donc lundi, oui, c'est ça. ouais, 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 ouais. Non, ouais. Ouais. J'y vis, enfin Fribourg-Lyon, c'est pas trop, c'est pas C'est des un peu dur. heures, mais c'est un peu compliqué quand même. Donc Ouais. je serai en pensée avec toi. Et puis je vois que Oui. justement le livre fait sa vie, mais tes projets à toi ne s'arrêtent pas à la création de ce livre-là. Donc tu restes un Oui. aventurier. Et puis il y a d'autres choses merveilleuses qui découlent de ce livre-là. Donc c'est vraiment réjouissant. Bravo, je te Ouais, félicite. c'est une belle aventure. C'est vraiment cool. Et Oui. en dehors de ça, est-ce que tu as d'autres projets qui fourmillent ou maintenant justement ton focus c'est ce fameux mouvement ultra simple? Oui, du coup, bah, j'ai quelques, j'allais dire exploits, mais non, j'ai quelques aventures ou dossards à faire, quoi. Des exploits personnels. Mais ce mouvement, ouais, pour qu'il soit bien, en fait, du coup, co-construit. Et je dis bien co-construit parce que du coup, ce que je veux pas, c'est qu'il soit autour de moi et autour du livre, que ce soit Mhm. vraiment un événement co-construit avec d'autres acteurs. Il me demande beaucoup d'énergie, en fait, du coup. Et pour qu'il y ait des bases solides, pour que Mhm. justement, à partir donc du mois de mai-juin, ou peut-être après l'été ou pendant l'été, euh, que le socle en fait du mouvement soit solide pour qu'il puisse rouler et Mhm. que surtout les gens en fait se disent pas bah tiens c'est du bullshit encore une fois et c'est encore un truc pour dans le vent pour communiquer. Non, je veux Mhm. vraiment en fait que ce soit bien monté, donc ça me demande beaucoup d'énergie, donc ça m'accapare énormément de temps. Ouais. Bon bah, il n'y a plus qu'à laisser le mouvement démarrer et puis on Oui, refera le bilan en tout cas dans quelques mois et puis tu nous raconteras quelles sont les actions que le ah bah mouvement avec ultra plaisir. simple aura prévu d'entreprendre pour la suite. Oui, Merci beaucoup Olivier pour cette discussion, c'était vraiment très enrichissant. Donc je rappelle que oui, tu es l'auteur du livre Ultra Simple que je vous invite toutes et tous à vous procurer s'il en existe encore dans votre librairie préférée. Mais bonne nouvelle, il y a une nouvelle réédition qui se prépare. Bravo pour ce récit, il est vraiment merci. fantastique et merci pour l'inspiration que tu procures Olivier. C'est gentil, merci beaucoup Hugo. Belle suite à toi.